dans l'épisode 7 de Faites entrer le film. Bonjour Kevin. Bonjour. Salut Vivien. Salut, Comment ça va les garçons? ça va et vous? Ça va très bien. Ouais, ça va super. On passait une bonne semaine. On a regardé un bon film. Un bon film. C'est ça, ça fait du bien. Et en parlant de bons films, Vivien, de quel film est-ce qu'on parle justement? Eh bien, aujourd'hui, on va aller avec Michael Bay pour faire péter du caillou, accompagné de Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Bienvenue sur The Rock. Ah, The Rock, un film de 1996. En fait, j'ai absolument rien à ajouter parce que t'as tout résumé et t'as tout dit en termes de réal et d'acteur. Un petit fait Wikipédia intéressant, c'est que Quentin Tarantino a participé à l'écriture du scénario et pour une raison obscure, il n'est pas crédité au scénario. C'était l'info importante Wikipédia. Merci beaucoup. Ok, les garçons, on fait comme d'habitude. On va parler de la scène d'introduction et puis après, on va se laisser porter par le vent, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Ça me semble être une bonne chose. Eh bien, Kevin, la scène d'introduction, de quoi que ça parle, comment que c'est fait, dis-nous tout. Ça a une petite ambiance tamisée, il fait pas très très beau, il pleut. Ah, il y a de la grosse pluie, ouais, tout à fait. Mhm. On voit l'antagoniste du film, donc Ed Harris, Oui. qui est le général Hummel, qui a l'air d'être, on nous le répète assez souvent, une légende vivante. Et il est assez pensif. Et on entend des brides de conversation avec sa hiérarchie sur laquelle il est en désaccord. On ne sait pas trop pourquoi au début, on l'apprendra plus tard. Et donc, par la suite, il va sur la tombe de sa femme pour s'excuser de ce qu'il va le faire. C'est ça. Et en quelques minutes, en fait, on a déjà la présentation, comme tu dis, de l'antagoniste et on va très très vite comprendre ses enjeux, puisque en effet, le désaccord qu'on comprend rapidement avec les bribes d'infos, les bribes de discussion avec sa hiérarchie, ce désaccord, c'est au centre des enjeux du film. Ouais, totalement. C'est la base du film. Et surtout que pendant tout le début du film, les 10 premières minutes, on va suivre que Hummel, le général Hummel, et son équipe qui vont aller donc sur une base militaire voler du gaz VX, mais sans tuer personne. Ce qui vient prouver ce qui vient présenter en fait un antagoniste, un méchant, parce que c'est vraiment lui le méchant du film, si on devait mettre un rôle sur Ed Harris, c'est le méchant du film. Totalement, ouais. Mais c'est un méchant qui a une morale, et on le comprend tout de suite dans cette première scène où justement, après sa présentation sous la pluie, etc., avec une lumière, encore une fois, gérée mais d'une main de maître par la photographie par le photographe de l'équipe. C'était vraiment, vraiment superbe. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et en effet, comme tu dis, Kevin, ils vont aller dérober du gaz, lui et ses Marines, mais sans tuer personne, qu'avec des flingues, avec des seringues, comment on dit déjà? Tranquillisantes. Tranquillisantes. Mais sans, sans tuer personne, quand même dans cette scène, on a donc la première bagarre en fait de cette scène, ça se passe dans une sorte de tour d'observation, dans lequel donc un des Marines rentre en frappant le garde. Ensuite, il lui tire une boule en mousse dessus et balance le garde par la fenêtre. Donc, sans tuer personne. Ça partait d'une bonne intention, après il y a quelques dommages collatéraux. Bon, le mec il est pas vraiment mort, il est juste paralysé à vie, ça va. C'est pas grave, Ça et du va. coup ça fera encore écho aux enjeux posés par Ed Harris. Je veux dire, il ne sera pas reconnu par sa hiérarchie comme un héros, sa famille ne touchera pas de pension, lui inclus. Bon, des détails, tout ça, des détails. Non, et puis en plus, le seul qui meurt vraiment, parce que celui qui tombe de la tour, on le sait pas. On pense pas parce que quand il est au sol, on a l'impression qu'il respire, mais bon, ça après c'est de l'interprétation. Le seul qui meurt vraiment, c'est un gars de son équipe, à cause du gaz VX, et on voit ce que ça fait, et c'est pas joli quand Ça même. nous introduit le gaz VX, qui est donc un gaz qui liquéfie la peau. Puis, qu'est-ce que ça fait d'autre, cette merde? Je crois que ça bloque ton système nerveux, C'est ça. ça te liquéfie la peau, ça te... Ça t'empêche d'utiliser ensuite- tes muscles, ça te paralyse, ensuite tu convulses en crachant tes poumons ou un truc comme ça. Ouais, Bref, c'est pas un Jojo. bon moment, quoi. Et c'est quelque part, le gaz VX, c'est le deuxième antagoniste du film. C'est l'outil de l'antagoniste principal, Hummel, mais c'est aussi l'antagoniste technique de ce film-là, parce qu'on va en parler régulièrement. Et On va en parler souvent, on va nous faire comprendre que le gaz VX est ultra dangereux, que qu'en gros c'est la meilleure arme pour des terroristes, quoi. Et contrairement à ce qu'on avait dit, je crois, il y a
une éternité de ça, il y a au moins 2 mois presque, où en parlant de Resident Evil, on s'interrogeait sur le virus et l'antivirus, le virus qui était bleu, l'antivirus qui était vert dans les fioles, si vous vous rappelez. Et ben là, le gaz VX est vert. Et pourtant, on l'intègre tout de suite comme quelque chose de comme poison en fait. Que le vert, il est tout de suite associé au poison, et on sait tout de suite que c'est pas un truc qui va pas besoin d'avoir un gaz sous forme un peu liquide finalement à l'intérieur des perles. Ouais, pas besoin d'avoir un carton nous disant le gaz VX. C'est pas très gentil. Là, c'est plutôt bien introduit, je te l'explique. Et puis on le voit, en fait, même si au début on se pose la question, même si on n'identifie pas le vert comme étant une menace, le fait que quelqu'un meure directement par le gaz VX, ça te montre la puissance du gaz VX. Donc tu te dis, ok, ça, faut pas rigoler avec. C'est ça, encore une fois, laisser un scénario pareil entre les mains d'un réalisateur qui sait mener sa barque, parce que Michael Bay, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec, aujourd'hui, il existe, il est connu, il est reconnu par ses films. Encore une fois, en 15-20 minutes, on a présenté, comme dans le film, qu'est-ce qu'on avait fait il y a 2 films, comme Independence Day, on a présentation de l'antagoniste, des enjeux, et on va voir après, on va en parler, des personnages principaux du film. Ils sont établis clairement au bout de 20 minutes de film. On sait exactement qui on va suivre, comment ça va se passer, et qui joue quel rôle dans le film. Ah, et puis en plus, c'est bien que tu fasses le rapport avec Independence Day, parce que c'est 2 réalisateurs qui se ressemblent assez en fait. Oui, il y a beaucoup Dans de leur façon similitudes. de voir, leur façon de tout faire exploser. C'est des réals qui se ressemblent quand même pas mal. Mais là, oui, comme tu dis, cette intro, donc, où on ne voit que l'antagoniste qui fait des trucs d'antagoniste, pour le coup, et bah, ça te permet de poser le personnage et tu te dis, ok, il faut pas rigoler avec lui quand même. C'est ça. Et rappelons que The Rock, c'est le 2e film de Michael Bay aussi. Donc son expérience hollywoodienne, qui c'était pas encore le nom réputé, le réalisateur réputé qu'on connaît aujourd'hui. Mais en termes de vélocité, de scènes énervées et de développement de situation, ça se pose là quand même. C'était du début à la fin. Pour moi, il n'y a aucune fausse note dans le film. Bah, il sait nous faire ressentir l'action qui se passe et tous les enjeux, même si, bon, bah, bien sûr, on reconnaît sa patte graphique très explosive, qui restera en fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, t'es toujours dans l'action, t'es toujours à la place du personnage, tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qui se passe, c'est précis, et en même temps, grâce au reste de l'équipe, qui est quand même une super équipe pour tout ce film, c'est beau, en fait. Et moi, toute la scène justement où Hummel, Ed Harris, va avec ses Marines dérober le gaz VX, la façon dont c'est filmé, donc c'est la base militaire où ils vont s'infiltrer, récupérer ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont est présentée la base militaire en Syrie, je crois, dans Transformers. Quand la base militaire est attaquée par un Decepticon au tout début du film. C'est filmé pareil, c'est le même type de nuit américaine, donc on est vraiment plongé dans un bleu qui est contrebalancé avec des lumières jaune-orange, et t'as beaucoup de militaires qui courent, ça commence à tirer de tous les côtés, et je vais pas dire que c'est du plan par plan identique, mais rien qu'à ça, sans savoir, si j'avais pas su que c'était Michael Bay du coup qui réalisait Rock ou l'inverse, j'aurais pu très bien dire hey, ce réal-là, je l'ai déjà vu dans d'autres films, parce que c'est la même façon de faire que dans Transformers, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut critiquer sa façon de faire, ou c'est un peu abusif tout le temps, mais il y a un truc à reconnaître, c'est que quand c'est lui qui fait, déjà on le voit, et puis c'est pas mal fait, c'est bien fait en fait, c'est même plutôt joli, la façon dont il filme tout ça, et en effet, même si ça peut paraître basique de faire tout péter, et simple, même si ça l'est pas du tout, quand c'est lui qui le fait, en effet, on reconnaît, et ça, il continue ça dans ses films aujourd'hui. Et honnêtement, voir des choses péter ou voir des tirs un peu partout, voir des gens, c'est les nuits, enfin comment il filme justement les nuits américaines, comme tu dis, avec ce bleu et tout ça, c'est quelque chose que on retrouve donc dans ses autres films, mais c'est quelque chose aussi qu'on apprécie fait par lui parce qu'il le fait bien. Ouais, il a ça, typiquement il a la patte Michael Bay, comme d'autres réals ont leur patte. Michael Bay, on le reconnaît entre d'autres. Et comme tu dis, pour le coup, il le fait bien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Michael Bay, ces films sont quand même plaisants à regarder. Du coup, enchaînons. On a l'antagoniste. Il nous faut peut-être maintenant la présentation des héros. Kevin, je crois que tu voulais parler juste avant que je prenne la parole. Ouais, bah non, j'allais dire la même chose que toi. J'allais dire qu'ils vont nous introduire donc le héros de ce film, donc Stanley Goodspeed. Ah, Stanley.
qui est donc du FBI, mais qui est du FBI, mais bureaucratie plus. Bon, bureaucratie, il est... Bon. Comment il dit ça? Il dit c'est quoi? C'est un spécialiste, un spécialiste en armes biologiques et chimiques. Ouais, c'est un mec qui connaît pas trop le terrain, mais qui est bon dans ce qu'il fait. Enfin, qui est un génie d'après lui. Et il est introduit in media stress quasiment. Il y a une petite scène qui te le présente juste avant, vraiment parce qu'il reçoit un vinyle, il reçoit l'album blanc qu'il a commandé, l'album blanc des Beatles qu'il a commandé. Livraison à son bureau, ça donne lieu à une interaction avec un de ses collègues qui lui demande pourquoi il s'est fait livrer ici, etc. Et après on est in media stress, ils vont dans la cloche de verre, parce qu'il y a un colis suspect qui a été intercepté, contenant potentiellement du gaz sarin, etc. Donc on va le voir agir tout de suite, on va comprendre que ouais c'est un bon, oui il travaille bien sous stress, il arrive bien à gérer, et tout ça c'est exposé encore en 4 minutes. Et hop, on a fait le tour quasiment du personnage et de ses points forts. Puis pour bien te le montrer, au moment où ils sont sous la cloche, avec son collègue qui déclenche le gaz sarin, on sent qu'il y a la pression, on sent de la façon dont c'est filmé, donc c'est très rapide, très cuté, ça va dans tous les sens, donc on en perd presque le fil, et surtout, il y a un problème de douche. Il devait envoyer de la douche pour stopper la propagation du gaz, ça ne fonctionne pas, comme dans tous les films. Pour bien nous montrer que quand même le héros il est badass, parce qu'on va voir qu'il n'est pas que badass, loin de là, on nous montre bien que il sait faire quelque chose et il sait le faire parfaitement bien surtout. Ça, peu importe la pression, il restera maître de lui-même et pour essayer de rester maître de la situation en fait. Une ellipse après cette intervention sous cloche, tout se passe bien, on le retrouve chez lui, en caleçon, en train de jouer de la guitare, et là, sa femme arrive. C'est une scène qui m'a vraiment fait rire. Enfin, à chaque fois que je la vois, celle-ci me fait assez rire parce que tout l'à propos donc, de Stanley qui dit que c'est presque criminel d'avoir des enfants dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est un propos assez grave. Sa copine va arriver, va lui dire je suis enceinte. Et sa seule réaction c'est waouh. Waouh. Et elle lui dit c'est tout. Il fait waouh. Oui, c'est tout. Et j'aime bien le côté du mais tout ce que t'as dit, tu le penses plus? Non, mais c'était il y a 7 secondes. Oui, mais il y a 7 secondes, je savais pas que j'allais être père. T'as tout ce truc, j'ai trouvé ça sympa. La façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça sympa. Même si, on va pas se mentir, hein, le personnage, donc cette copine, qui est amenée, je ne sais pas pourquoi, parce que son personnage n'a aucune fonction, n'a aucun intérêt dans le film en fait. C'était le monologue de Kevin. Sa seule fonction, c'est de lui apporter du background à Nicolas Cage, en fait. C'est tout. De lui donner une motivation supplémentaire d'aller désamorcer, de partir sur le terrain, du coup, quand il va être amené à aller sur le terrain, d'aller sur Alcatraz. C'est juste pour lui donner du courage, en fait. Ça sert juste à ça, lui donner du courage, parce qu'il va être père. Ça donne lieu à des interactions avec Sean Connery après, qui lui dit « tu vas pas laisser grandir ta fille sans son père, etc. » C'est un élément de motivation. Mais comme toi, Kevin, moi j'ai un problème avec toutes les scènes où elle apparaît, enfin en tout cas les scènes où elle apparaît réellement qu'avec Nicolas Cage, parce que je trouve que la comédienne, elle fait tâche en fait. Je trouve qu'elle n'a pas sa place dans le film. Elle fait très superficielle, alors que tous les autres personnages qu'on va voir sont très fouillés, enfin un peu plus fouillés. Elle, je trouve que c'est un peu le cheveu sur la soupe. Ouais. Pour revenir donc sur l'actrice qui est jouée par ouais. Comment elle s'appelle dans le film? Clara. Clara. Donc en effet, tu dis qu'elle fait un peu cheveux sur la soupe. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, je pense on la voit très peu en fait dans le film. Elle est censée être présentée comme un personnage très important, étant donné que elle porte l'enfant du héros principal. Donc ça c'est tout enfin c'est quelque chose qui va être amené comme un enjeu important en fait pour le héros. Mais on nous la présente pas assez. Et en fait, c'est dommage parce que c'est vraiment un enjeu qu'on oublie très rapidement à côté du plus gros enjeu qui est une ville de plusieurs millions d'habitants. En même temps, c'est le cas. L'enjeu le plus gros, c'est la perte de millions d'habitants. C'est pas la perte de Clara et de son gosse, quoi. Et c'est ça qui change dans les films d'action en général. Donc, en effet, il y a toujours ce côté, ouais, il y a énormément de pertes et tout ça. Mais souvent, nos inquiétudes se portent autour du héros. Et là, pas du tout. Nos inquiétudes se portent sur la population, qui est mise de côté par tous les bureaucrates et tout ça.
Et donc le héros principal, en fait, son enjeu, il est beaucoup moindre. Et je pense que c'est pour ça que tu penses que Clara elle apparaît un peu comme bizarre et comme une tâche dans ce film. C'est parce que je sais pas trop comment ils ont réussi à ne pas faire d'elle un enjeu important du film, alors qu'elle est censée être un enjeu important du héros. Ouais, mais le truc, c'est qu'on te la présente comme étant la copine du héros avec qui il doit se marier parce que bientôt un enfant. On va la revoir après dans le QG du FBI, mais elle aura aucune interaction quasi avec personne en fait. Elle est juste sous stress en fait, elle grignote Ouais, ses ongles, je c'est- crois, et elle pleure un peu. Ouais, et à un moment donné, c'est censé être secret défense. À quel moment tu fais ramener une civile dans le QG du FBI où tu as sûrement une des plus grosses crises de ton pays? Mais c'est comme c'est un cliché du cinéma. Non, mais Ça revient à chaque le fois. problème, Ça. c'est que dans Independence Day, où le gamin il est là, il entend les derniers mots de son père. Donc tu te dis, ok, il y a un intérêt. Là, elle entend rien parce qu'elle n'a aucune interaction avec donc Stanley. Et elle n'a pas spécialement d'interaction avec les gens qui sont dedans. En fait, elle est juste là pour te rappeler par moment que c'est vrai que le mec, il risque d'être père un jour. Eh les garçons, dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelqu'un? Agent du FBI. C'est même non. Womack, on s'en fiche un peu. Il manque un personnage principal peut-être dans cette Oui, histoire. mais il est intégré bien après parce que là, on a déjà. Après, on a la scène où Hummel, on comprend pourquoi il fait tout ça. Déjà qu'il est intégré avant, donc il le fait parce que dans toutes ces opérations secrètes, la plupart, les militaires qui perdent la vie sont quasi effacés et tout ça, donc leurs familles ne reçoivent pas d'indemnisation. Et c'est ce qui l'emmerde, on va dire. Ni funérailles Parce que- militaires, pas de pension pour les familles et aucune reconnaissance de la patrie en fait. C'est des héros mais qui sont pas morts Ignorés. et pas considérés comme ça, comme tels. Ouais. Voilà. Donc ça te prouve ça te montre encore une fois que Hummel a quand même une morale très importante parce qu'il le fait avec des valeurs justes. Bon, il le fait pas spécialement bien, mais on sent que c'est un antagoniste au grand cœur quand même. Tout à fait, c'est ce qu'on disait au début. Ouais, il a une morale, Pour qui on pourrait avoir de l'empathie. c'est ça. Exactement. Et tout au long du film, hein, tu vas voir que même lui, il rechigne hein, à faire ce qu'il fait et à tuer, même juste à tuer. Ouais. Il y va vraiment Il en veut pas tout reculant. simplement. Non, il veut Il pas. a même peur en fait de ça, j'ai l'impression. Si on avance beaucoup dans le film, à un moment on a une scène d'action entre des Marines et d'autres et des forces d'intervention rapide. Mais rien que dans cette scène-là, il se cache, il demande à ses hommes d'arrêter de tirer dans tous les sens et tout ça. Mais moi je ressens pas juste je ressens pas d'énervement, je ressens vraiment de la peur en fait dans le jeu que Ed Harris nous donne. Je pense que comme dans tous les, on va dire clichés, même si c'est plutôt réel dans la vie et dans les films d'action, ces personnes-là qui reviennent d'importantes campagnes militaires américaines, guerre du Golfe, tout ça, reviennent traumatisées de ces guerres. Et c'est ça en fait, c'est plus que ne pas vouloir tuer, c'est un total traumatisme d'avoir vu ces hommes mourir, que leur famille ne soit pas reconnue et que ces hommes soient ignorés par l'État américain. Et je pense que malgré le fait qu'il utilise des armes et qu'il vole des armes, il a tout simplement peur de l'armée, il ne veut plus connaître ce problème. Donc, J'ai pas cette lecture-là, moi. Moi non plus, j'ai D'accord. pas cette lecture-là, mais c'est une lecture qui est intéressante aussi. Moi, Ouais, c'est intéressant, j'aime mais bien aussi. je pense vraiment qu'en fait, c'est typiquement un patriote, un véritable patriote comme les Américains savent nous en pondre. Et juste, là, le problème aussi, c'est que c'est des Marines contre des Marines. Et le fait de tuer des hommes qu'il aurait pu avoir sous ses ordres, je pense que c'est ça aussi qu'il fait. Et puis surtout, ça commence, il leur dit de laisser tomber leurs armes, hein, et ça part parce qu'il y a un caillou qui tombe, et donc à ce moment-là, tout le monde commence à tirer, c'est l'escalade. Et je pense pas que ce soit... Peut-être, hein, mais ma lecture, elle est différente de la tienne. Pour le coup, je pense que c'est un mec, il veut pas qu'il y ait de victime. Il veut qu'à la Oui, fin, bien on sûr. lui dise, ok, on te vire de l'argent, vous en faites ce que vous en voulez, et on vous laisse partir. Lui, c'était son plan initial. On s'est rendu compte que ça fonctionnerait pas. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est le véritable patriote ultime. Si on devait timer même toute cette scène où l'équipe d'intervention rapide du FBI, enfin les Marines armés, les gentils, hein, pour simplifier, arrivent par la salle des douches et sont donc encerclés par les hommes de Ed Harris, de Hummel. Tout le discours de dissuasion que fait Hummel dure plus longtemps que la scène de shoot qui en suit en fait. L'importance dans cette scène-là était vraiment posée sur
Hummel qu'il ne veut pas, il ne veut pas tirer non plus sur, Oui, il veut pas qu'il y ait de sur mort. les Marines. C'est ça. Et il y a beaucoup plus de discussions, ça va finir en baston, mais il y a beaucoup plus de dissuasion à l'image qu'il va y avoir réellement d'action à ce moment-là. Et après, là où je rebondis sur ce que tu as dit bien, il a peut-être un traumatisme du fait d'avoir vu trop de gens mourir pour rien. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi. Il a vu des hommes mourir qui n'a pas eu de reconnaissance. Pourtant, ils ont fait des missions qui étaient cruciales. Et le fait de voir des gens mourir pour rien l'affecte aussi. Bah, ça marque un peu, je pense, quand même. Oui, un peu. Ouais, je pense. Ça peut jouer sur ta psyché, je pense, pas mal. Ouais, bien sûr. Je pense aussi. Mais donc, comme tu disais, Olivier, Oui. on va intégrer John Mason. C'est ça, l'oublié. L'oublié. L'agent au service de Sa Majesté, comme il aime le James dire. Bond. Laisse le blanc. John Mason. Voilà, John Mason, c'est ça. Mais oui, je pense qu'il y a une histoire de lien, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Puis de toute façon, c'est un lord, hein. Enfin c'était un lord, Sean Connery déjà, donc il jouera souvent des rôles anglais, écossais, etc. Ce sera souvent c'est quelque chose qui reviendra souvent dans les profils de ces rôles, quoi qu'il en soit. Et donc oui, on nous présente Mason, l'oublié du FBI, enfermé depuis 30 ou 35 ans. Depuis 30 ans, j'ai 30 ans, l'impression, ouais. qui a réussi à s'enfuir plusieurs fois, mais qu'on a rattrapé à chaque fois. C'est ça. Et on va le chercher. Pourquoi ce type-là? Parce que les hommes de Hummel se sont installés avec le gaz VX sur le rocher, sur Alcatraz. Et Mason est le seul à s'être évadé d'Alcatraz. Donc ils vont le chercher au départ pour lui proposer une porte de sortie pour lui, après 35 ans de prison, dans une prison où on a acheté la clé, pour reprendre le terme consacré dans le film. On va le chercher pour qu'il serve un peu de consultant à la base, pour qu'il puisse expliquer aux Marines qui vont aller sur le caillou vont aller sur le roc pour déjouer Hummel, pour pouvoir les guider sur lui comment il a fait pour sortir, et ben eux comment ils vont pouvoir faire pour rentrer sans se faire repérer. Évidemment, ça va pas bien se passer. Non. Et puis j'aime bien parce que donc il est intégré, il est mis dans cette salle d'interrogatoire. Et j'aime bien parce que donc le directeur du FBI dit à son gars qui va l'interroger, surtout il faut pas le brusquer. Donc l'autre il dit ok, et dès que ça commence, il le brusque. Je me suis dit bon c'est bien, les consignes sont respectées. Et cette scène d'exposition avec Sean Connery du coup, qui nous présente à nous en tant que spectateurs Mason, où il a été présenté comme un agent capable de s'évader de partout, le meilleur agent de son époque, et après on rebondit dessus, les agents du FBI en discutant entre eux avant l'interrogatoire, on voit qu'ils se disent ouais mais aujourd'hui c'est un vieillard, là, et on n'a plus rien à craindre de ce type-là, c'est un vieillard. Et on va comprendre au cours de l'interrogatoire avec l'agent du FBI et après avec Nicolas Cage qui est envoyé pour discuter aussi avec lui, parce qu'il faut bien quelqu'un pour discuter, avec qui ça a d'ailleurs beaucoup mieux fonctionné. On va comprendre tout de suite que, ouais, peut-être qu'il est un peu plus vieux aujourd'hui, mais il a rien perdu de sa superbe en tout cas. C'est ça, il va utiliser une simple pièce de monnaie qu'on lui a envoyée en gage de provocation. De provocation, c'est ça, pour péter une vitre. Ah, et puis j'adore, son super pouvoir, ça reste quand même la répartie. La répartie, bien sûr. Oui. Parce qu'il y a une phrase, moi, j'ai trouvé excellente, c'est quand il dit j'ai été incarcéré plus longtemps que Nelson Mandela, est-ce que vous allez me proposer de devenir président? C'est génial, c'est juste génial. Je me dis, et le mec, il est excellent. Et ils sont confrontés, Nicolas Cage et lui, dans la salle d'interrogatoire. Ils jouent beaucoup sur l'histoire, parce que ce sont deux personnages passionnés par l'histoire. Au final, Nicolas Cage accepte la demande de Mason, qui est d'être envoyé dans un hôtel très chic pour avoir une coupe de cheveux, se faire rafraîchir la barbe, avant d'entendre vraiment ce qu'on a à lui proposer. Oui, il a joué typiquement, il n'est pas rentré dans la provocation. Du tout. Et on va se retrouver à l'hôtel avec la première vraie mise en bouche, presque, non, ouais, encore une mise en bouche en termes d'action. C'est toute la scène de l'hôtel où il se fait couper les cheveux, où Kevin, je crois que tu as noté encore une petite punchline. Ah, mais moi j'adore, et puis surtout, pour le coup, c'est pas que moi, parce que c'est un film que je regarde souvent avec un ami très proche, Julien. Et c'est un film auquel souvent on boit un petit peu devant, et c'est toujours ce passage qui nous fait quand même, qui nous fait assez rire, parce qu'il y a le coiffeur qui arrive, on lui dit bah non, tu peux pas utiliser de ciseaux, et il fait non mais vous demandez à l'artiste de pas utiliser de ciseaux, c'est comme demander à Picasso de pas utiliser de pinceau. Et on va pas le voir longtemps cette caricature de coiffeur, parce que pour le coup, et à chaque fois qu'il va parler, c'est pour revenir sur son métier.
Même quand il va voir que tout le Systématiquement. monde se court, tout le monde tire, la seule chose qu'il va demander si la coupe lui plaît. C'est un personnage qui dénote complètement avec le reste du film. On peut même pas dire que c'est un comic relief parce qu'il disparaît très vite en fait. Mais c'est un ressort comique sur toute cette scène qui a quand même une intensité dramatique et d'action assez forte. C'est ce qui va aussi permettre de faire retomber la pression entre deux scènes de poursuite, de dialogue, de punchline, C'est etc. ça, parce que la scène d'après est du grand spectacle. Hein. Ça Ah oui. cut, ça va vite, ça explose. C'est des voitures, Oui, c'est oui. des explosions, c'est des étincelles, c'est du Michael Bay en fait. Ouais, typiquement. Avec 2-3 faux raccords ici et là, mais bon, on peut pas. Hein, Ouais, mais bon, après, c'est optionnel. Et j'en profite aussi pour saluer Julien, que je connais aussi du coup, et en espérant qu'on puisse regarder le film, un de ces quatre, tous les trois, en picolant un peu et en rigolant bien. je pense que ce sera possible. J'en doute pas. Ok, Donc, oui, vas-y. Donc il balance Warmack, Womack. par-dessus la rambarde, qui lui fait bien comprendre que, bon voilà, J'en fais pour il lui. lui a mis à l'envers une fois, il a bien compris que ça allait se reproduire, et puis le véritable objectif de Sean Connery, donc Mason, c'est de voir sa fille, qu'il n'a jamais vue. à Juste part en photo, c'est ça. Donc il décide de s'enfuir. C'est ça. On va avoir le droit à une superbe course-poursuite dans tout l'hôtel avec Mason qui s'enfuit, qui est très fluide au travers la vie de l'hôtel en fait, hein, parce qu'il va passer par les coulisses de l'hôtel, il va passer par les cuisines, etc. On sent très bien qu'il sait bouger dans la foule, on sait qu'il sait se fondre avec son environnement, et encore une fois, on voit qu'il n'a rien perdu en 35 ans de sa hargne, et il est poursuivi par donc Nicolas Cage, le biochimiste, pardon, qui lui n'est pas un agent de terrain du tout, et c'est une chose que j'avais dit à Kevin dans la semaine, là, quand j'avais revu le film. À un moment donné, Mason prend des escalators. Il y a des escalators comme tout le monde en connaît dans les transports en commun, dans les centres commerciaux, un escalator qui monte et un escalator qui est fait pour descendre. John Mason prend évidemment l'escalator qui va dans le bon sens, hein, qui le fait descendre, donc il descend très vite, et hop, il esquive les gens et il s'en va hein, de l'hôtel. Et Stanley, Nicolas Cage, va prendre évidemment les mauvais escalators, va avoir un peu plus de mal à se faufiler, mais il va quand même y arriver. Et ça fait tout de suite écho à son nom de famille qui est Goodspeed, qui veut dire bonne allure. C'est-à-dire que voilà, c'est une mise en. Pour moi, je l'ai pris un peu comme un symbolisme de la mise en image de son nom de famille et même d'une manière générale du comportement de ce personnage. Il lâche pas l'affaire. Même s'il a pris l'escalator en contresens, même si c'est un peu chiant, il lâche pas l'affaire et il arrive quand même à aller en bas pour poursuivre son but. C'est sa qualité première, c'est qu'il lâchera jamais l'affaire. Tout le long du film, il l'a jamais l'affaire en effet. Mais ce qui est un peu abusé, on va dire, c'est qu'à la fin du film, on nous le précise étrangement que pourquoi il s'appelle Goodspeed, pourquoi tout ça, comme si en fait le personnage de Sean Connery était en dehors du film, en fait, il était au-dessus de ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre, comme presque scène finale, mais Bon, non, Après, pour les gens qui sont pas anglais, c'est une bonne scène, parce qu'on comprend l'intérêt de ce nom de famille. c'est pas Parce compliqué qu'il à joue. comprendre. Enfin, Dis ça avec un francophone qui connaît pas, c'est ça. Tu lui dis Goodspeed, il va pas te dire que ça veut dire bonne allure. Hein. bien sûr, mais en anglais. Non, oui, mais non, mais en anglais, je pense que c'est parce qu'ils veulent jouer avec le fait que. Voilà, ils veulent faire le rappel de son nom, parce que. J'en sais rien, moi, parce qu'ils se sont dit, on a encore de la pellicule, il faut qu'on fasse quelque chose. et donc voilà. S'ensuit une scène de poursuite incroyable dans les rues de San Francisco entre un Hummer piloté par Sean Connery qui découvre les joies de la modernité avec un téléphone sans fil dans le Hummer, ce qui est assez nouveau pour lui, et Nicolas Cage qui le poursuit avec une Ferrari qu'il a empruntée. Il a emprunté une belle Ferrari jaune. Course-poursuite, et c'est ce que disait Vivien juste avant, explosion, parce que encore une fois, tout ce qui va être touché, toutes les voitures qui vont être ne serait-ce qu'effleurées dans le film, ça va exploser, parce que bon, comme j'avais dit une fois, c'est des voitures américaines, tu les touches, elles explosent, c'est la base. Jusqu'à même faire dérailler en fin de course-poursuite un tramway typique de San Francisco. Et joie et honneur et bonheur visuel, la Ferrari que pilotait Nicolas Cage va se faire tellement éclater par le tramway à la fin de cette scène de course-poursuite. Elle est carrément, elle n'existe plus. Hein. Elle est Ça est pliée. écrasé, il n'y a plus de Ferrari. Hein. Étonnamment, ça fait partie un peu de ces scènes de films. Quand on parle à des gens, c'est quelque chose qui va souvent revenir. Quand tu parles de rock, ils vont te citer éventuellement les comédiens qui jouent dedans, parce que c'est quand même des comédiens, c'est des pointures, et ils vont dire ah ouais, la scène de la Ferrari,
Ferrari qui se fait plier, parce que c'est quelque chose qui est marquant. Une Ferrari, normalement, tu la brises pas. Et là, elle est pliée, un peu comme dans American Historic. Si tu dis à quelqu'un, tu as vu le film, il va te dire, ah ouais, la scène des dents sur le trottoir. Là, il y a des scènes qui sont tellement marquantes que le film est identifié par nous, par les gens, juste avec une scène, au sein même du métrage. Bah, c'est que le mec a fait fort, hein. C'est que le Real a réussi son coup, Bien hein, sûr. pour le coup. Après, Michael Bay aussi, c'est pareil, ça fait partie de sa patte de fabrique, des belles voitures qui au final vont être détruites, explosées, brûlées. Soit elles sont détruites, soit elles se transforment en robots. Hein. Donc bon, à un C'est moment ça. donné, Il y a le choix. Puis après, elles sont détruites en robot. Donc, c'est encore mieux. c'est toujours la même fin. On comprend très vite en fait que Mason en fait il s'est pas enfui pour le plaisir de s'enfuir et de disparaître, c'est juste qu'il voulait reprendre contact avec sa femme et surtout sa fille, parce que sa femme est décédée, enfin sa femme, la mère de sa fille plutôt, est décédée et il arrive à donner rendez-vous à sa fille dans un lieu public où tu sens que toute cette scène là où sa fille vient accompagner parce que c'est pas trop qui elle va voir, elle vient accompagner d'une amie, etc. Tu sens que Mason, pendant toute cette discussion qu'il va avoir, qui est un peu bancale, évidemment, ils se sont jamais rencontrés vraiment, donc qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un que tu n'as jamais vu, enfin, surtout que voilà, c'est père et fille, etc. Tu sens qu'il est sur le qui-vive, Mason, hein, il est vraiment debout, il regarde autour de lui en permanence, mais il ne doit pas en même temps trop le montrer à sa fille. J'ai trouvé cette scène... il cabotine un peu Sean Connery dans cette scène-là, mais globalement, les intentions jusqu'à la fin, où à l'arrivée de Nicolas Cage, qui vient un peu lui sauver la peau finalement pour son image à Sean Connery, était d'une intensité et d'une justesse pile poil. Ouais, et puis ça te permet d'humaniser John Mason. Oui. Ça te permet de te montrer qu'il a un cœur et des objectifs autres que les aider pour sortir de prison. S'il sort de prison, c'est parce qu'il a quelqu'un qui potentiellement peut l'attendre. C'est ça, et surtout il a été dépeint essentiellement par Womack, le directeur du FBI, qui le dépeint comme un monstre presque, alors que finalement, quand il s'est enfui, il s'est pas enfui pour de mauvaises raisons ou des raisons très égoïstes de je me tire, démerdez-vous, c'est parce qu'il voulait voir quelqu'un, il voulait voir sa fille. Bah heureusement que c'est, on va dire l'arrivée de cette fuite, c'est sa fille, parce que quand même juste avant, il avait détruit une vitre à main nue, il avait balancé quelqu'un par-dessus un balcon, il avait fait une course-poursuite à en faire exploser des bagnoles dans tout San Francisco. Donc il fallait désamorcer cette situation par quelque chose qui humanise le personnage. Donc sa fille, qu'il n'a jamais vue, bien sûr, ça fonctionne très bien. Par contre, donc c'est très juste, hein, et donc le Stanley qui vient donc sauver un peu Manson, qui donc se fait encercler par la police, et sa fille qui lui demande est-ce que tu t'es encore enfui, tout ça, voilà. Et Manson qui lui avait menti, donc Stanley qui l'avait entendu et qui le sauve en lui disant on a encore besoin de vous, faut que vous veniez, c'est rapide, enfin on n'a pas beaucoup de temps plutôt. C'est ça, vous êtes consultant, vous travaillez avec nous, on a besoin de vous. C'est ça. Sauf que bon, à côté, on a quand même des flics qui l'encerclent en le braquant avec toutes les armes possibles. C'est vrai, sur le coup, je te l'accorde. Il est braqué, etc. Mais moi, j'avais de l'humidité dans le fond de l'œil au moment où je l'ai revu. Là, il y a 2 jours, je le regardais avec mon fils. Cette scène-là, où l'intervention en fait de Nicolas Cage, c'est mignon. Oui, quoi, c'est vraiment beau. Bah, tu te dis que ça va être un sacré duo. Hein. Ah oui, clairement. Mais avec des choses hyper simples, ils arrivent. Moi, chez moi, émotionnellement, ça a hyper bien fonctionné. Alors que bon, à la base, c'était juste... Enfin, ça reste un film d'action, toi, sous testostérone en permanence. Puis 3 secondes après, par contre, tu lui gueules dessus. Ah bah, quand même. Quand même. Ok, enchaînement, déplacement, enchaînement de situation. On arrive, qu'est-ce que je voulais dire ? On arrive au QG du FBI, où il y a les Marines d'intervention, qui vont aller sur Alcatraz. John Goodspeed, qui est là en tant que consultant d'armement biochimique, et Mason, consultant sur les plans d'Alcatraz. Et on comprend très vite qu'en consultant les plans d'Alcatraz au travers les années, etc., lui, il est complètement paumé, du coup, Sean Connery. Ah, mais je pense qu'il surjoue. Je pense qu'il fait exprès. Je pense aussi. De dire, j'arrive pas, parce que ça lui ouvre une opportunité de s'enfuir. Parce qu'on le voit, il fait exprès de tourner les plans, il fait c'était pas comme ça quand moi j'y étais, nanana. Donc il en joue pas mal. Donc lui, il veut être dans l'équipe, donc on va lui dire, ok, la scène qui est vraiment sympa, c'est quand ils vont voir Goodspeed, et qu'ils lui font... Et lui qui tout un laïus sur attendez, il faut que je vous montre, il faut que je vous explique comment on fait, il y a plusieurs étapes et tout. Il fait vous êtes dans l'équipe d'intervention.
Qui ça? Moi? Oui, vous. D'accord. Je suis pas trop chaud, moi, quand même. Disons qu'ils font pas avec Nicolas Cage, ils lui font pas une Armageddon. Parce que dans Armageddon de Michael Bay, on a besoin de Harry Stamper, le meilleur foreur du monde, pour former les astronautes rapidement au forage, pour envoyer des astronautes sur un astéroïde. Et au final, hop, 30 secondes plus tard, c'est directement les foreurs qui n'ont aucune formation spatiale qui vont aller quand même forer directement l'astéroïde. Là, on lui fait pas ça. Garde-en, on s'en occupera de ce film. Oui, on va se le faire Armageddon, c'est obligé. Il est tellement bien en plus. Non, et ce que j'aime bien, c'est la phase d'après où Goodspeed va dans les toilettes pour vomir parce qu'il y a trop gros de pression et tout machin. Et t'as un des autres gars du FBI qui vient et qui lui dit ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse pression, mais ça va le faire et tout. Et l'autre qui lui dit ouais, mais je vais être papa. Il fait mais ça, on s'en fout. C'est pas ça l'important maintenant là. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et j'ai trouvé ça. Alors certes, on peut dire ouais, c'est sans cœur, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, c'est ça. Il le remet d'un seul coup, tu rentres dans la réalité du film. En fait, ça, tu le remets dans la diégèse du film. C'est non, mais écoute, tu vas être papa, c'est sympa, mais là, tu vois, la baie de San Francisco va être rasée si tu y vas pas. Donc, à un moment donné, priorise. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que je sais pas si c'est les films que je regarde, mais j'ai l'habitude où justement quand ce genre de scène arrive où le héros n'est pas habitué, en plus il y a quelque chose d'important qui va se passer, il y a sa femme, il y a son fils, il y a sa fille, tout ça. En général, la personne qui est avec lui va le rassurer en disant ouais, mais justement c'est pour sauver ta fille, c'est pour sauver ton fils. En tout cas, j'ai plus l'impression de voir ça que de voir oui, mais là on a une ville de plusieurs millions de personnes qui va être détruite. J'ai l'impression que ce film change ses codes. Alors je sais pas vous, mais dans les films que je regarde, c'est pas comme ça du tout. En général, justement les personnages plus hauts que le héros vont lui dire non mais justement c'est pour sauver ton fils, c'est pour sauver ta femme, c'est pour sauver ta fille. Et là c'est pour sauver San Francisco. C'est ça exactement, pour faire jouer l'affect. Alors que là pas du tout. Un agent du FBI parle à un autre agent du FBI en lui disant c'est pour sauver une ville. Et j'ai pas l'habitude de ça. Ça m'a un peu pas déboussolé, mais ça m'a semblé étrange en fait de voir ça. Il y a pas de discours bienveillant en fait. Ah oui, tu vas avoir un enfant, bah t'as raison, reste là. Finalement, C'est ça, voilà. Non, il y a pas de bienveillance. On est sur quelque chose de très froid et de très pragmatique. C'est toi pour sauver la ville et basta en fait. Ouais, mais après il a raison. Bah bien sûr qu'il a raison. Oui, bien sûr. Donc ils embarquent pour passer d'une manière sous-marine en direction d'Alcatraz. Ça se passe plutôt bien. Petite. Moi, Vas-y. j'ai juste une question. Dis-moi. Alors, c'est peut-être une question bête, mais je tenais à vous la poser. Donc ils arrivent, ils sortent de l'eau, machin. Donc ils arrivent et il y a tout un endroit où il y a des turbines et des flammes. Et donc ils doivent passer par là. Alors pourquoi c'est encore en état de fonctionner? Première question. Deuxième question. Sean Connery nous dit ouais, je suis passé par là pour m'enfuir la première fois. Nanana. Donc il va y passer et il va ouvrir la porte pour sortir. Mon gars, pourquoi t'as pas ouvert la porte pour sortir? On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non. Attends, il y a un truc que j'ai raté. Non, pour re-rentrer dans la prison, il doit passer sous les flammes. Ça y est, j'ai compris. Et pour faire rentrer les autres mecs, il ouvre une porte. Jusque-là, on est tous d'accord. Oui. Ouais. Donc pour sortir de la prison, pourquoi il est passé par les flammes? Il n'a pas juste ouvert la porte. Ah oui. Tu sais, je pense que je ne m'en serais jamais rendu compte si t'avais pas soulevé ce truc-là. Pour moi, le film. Je sais, on me le dit souvent, mais. Calme-toi, Kevin. Je me suis fait c'est la première fois que je me fais la réflexion en ayant vu le film une bonne dizaine de fois, et je me dis mais pourquoi il était passé par là pour sortir? Non, mais il y a un million de raisons. Peut-être qu'il y avait des gardes à l'intérieur qui avaient fermé la porte dans l'autre sens avant. Non, le seul problème, c'est pourquoi il y a encore des jets de flammes. Mais parce qu'ils ont mis les gars de Hummel, les Marines de Hummel qui ont pris possession d'Alcatraz et qui ont enfermé les 81 otages dans les cellules d'Alcatraz, ils ont remis en marche l'électricité qui fonctionne avec des flammes. Ouais, je pense que c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Il y a un autre truc que j'ai l'impression qui m'a échappé en fait. On est d'accord que Ed Harris, le général du coup, l'antagoniste, le méchant, avait menacé le bureau du FBI et tout ça en leur disant si vous tentez quelque chose, on balance un missile. Oui, mais c'est un gentil.
Oui, mais sauf que quand il commence à tenter quelque chose, on nous le montre pas qu'il est gentil et qu'il balance pas de missiles. Alors je sais que c'est pour qu'on nous le montre plus tard, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas pu donner une autre menace que balancer un missile et qu'au final, il n'y ait rien à propos de ça, alors qu'il y a clairement 3 hélicos qui approchent, puis 2, puis des gens qui tuent les Marines. Non, parce qu'ils le disent, les hélicos ils sont sous le radar. Ouais, ils sont sous le seuil de détection radar. Ouais. Sauf qu'à un moment, il en détecte 3, puis 2. Il le dit ça. Non, Donc, il en détecte que 2. Oui, mais avant, c'est parce qu'ils en avaient vu 3. Ils ont dit qu'ils n'en détectaient plus que 2. Oui, c'est ça, ils comprennent qu'il y a un leurre en fait, il y a des leurres. C'est ça. Ils disent c'est un leurre, et c'est pour ça qu'ils sont tout de suite. C'est pour ça qu'il dit après aller sur la face nord-ouest du truc, machin. En vrai, on va voir que toutes ces menaces, il va en mettre aucune à Exécution. Parce que la fois où il va lancer le missile, il va le détourner parce que voilà, pour lui, il veut pas qu'il dédommage. Et il le dira lui-même. Il fait bon le but c'était qu'ils craquent, ils ont tenu. Ils ont gagné. Oui, voilà, c'était du bluff. Il disait que c'était du bluff et qu'au final, il n'y avait rien de réel. C'est vrai. C'est ça, ce qui va donc très énerver en fait les autres Marines qui se sont engagés avec lui, puisqu'ils sont devenus des mercenaires, et tous les mercenaires demandent salaire, réclament salaire en fait. C'est ce qui est dit à un moment donné dans le film. Et voilà. Bref, Sean Connery, il fait son machin avec les flammes et il ouvre la porte que... on sait pas pourquoi il n'est pas passé par là, mais il le fait. Il rentre par là. Ils investissent les Marines gentils. Et la team Alpha, on va l'appeler la team Alpha, tiens. Ils investissent les couloirs pour trouver une porte de sortie, enfin remonter en tout cas à la surface d'Alcatraz par la salle des douches. Ouais. Et c'est là, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il va y avoir donc évidemment ils sont pris à revers. Les salles des douches, eux, arrivent par le bas et sur tout l'étage supérieur, ils sont encerclés par des Marines très entraînés et Hummel. Et du coup, Hummel va essayer de les dissuader, évidemment, il va juste leur demander de déposer les armes et de se rendre, parce qu'il veut pas il veut pas faire couler le sang. Évidemment, ça se passe pas bien. Et évidemment, tout le monde se fait tuer, à l'exception de Nicolas Cage et Sean Connery, qui n'étaient pas dans la salle de douche, mais qui étaient restés dans le tunnel juste en dessous, en fait. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, on a Sean Connery et Nicolas Cage donc, qui récupèrent les armes dans des soldats, on va dire, gentils, tués. C'est ça, de l'équipe Alpha, du coup. Voilà, c'est ça, de l'équipe Alpha. Et ils continuent, et ils commencent à s'engueuler, parce que Sean Connery, lui, veut partir. Et là, on remarque l'incompétence, encore une fois, de Nicolas Cage en tant qu'agent du FBI. À la radio, je sais plus comment il s'appelle, mais un des directeurs, un des agents du FBI lui demande de contrôler Sean Connery pour pas qu'il s'enfuit. Nicolas Cage essaye, se fait menacer avec sa propre arme. Et donc au final, ils essayent de parler, ils essayent de trouver une solution. Très bonne idée de gueuler dans les égouts, dans des tunnels très étroits qui mènent à toutes les sorties dans toute l'île. Ils sont repérés par les Marines, les méchants. Et là, des bombes, du coup. Oui, ils jettent une espèce de napalm qui va se propager dans tous les tuyaux. Très belle scène, encore une fois. On a toute cette ambiance, en fait, d'Alcatraz, et encore une fois, très bleutée. Ça se passe évidemment en partie la nuit, etc. On a encore ce fort contraste bleu pour vraiment montrer le côté froid du lieu, et les flammes qui s'engorgent dans tous les tuyaux et qui se propagent et qui sont du coup couleur flamme, orange, jaune, rouge, blanche. Et c'est pour moi la photographie vraiment pour un film de 96, elle est top. Ouais. Ça fonctionne très bien en plus. Après, on a une petite scène à la Indiana Jones et le Temple maudit, une petite scène en wagonnet de train. Qu'est-ce que ça fout là? Juste avant du train de la mine de Disneyland, moi j'ai juste envie de parler. Il y a une roquette. Dedans, il y a du gaz. Les mecs sont dans une morgue, ils décident de quoi? De tirer partout. Oui, alors ça, bon. Et j'aime bien ce que Cage le répète plusieurs fois. Ne tirez pas sur le missile, ne tirez pas sur le missile. Mais non, ça tire dans tous les sens. Mais Kevin, on est dans un film de qui? On est dans un film de qui? De Michael Bay. À un moment donné... Michael Bay, j'avais oublié. À un moment donné, il faut que ça tire. Heureusement que les... attends, parce que c'est des ogives américaines. Normalement, tu leur mets une petite caresse un peu trop forte, ça explose. Étrange. Faut faire gaffe. Donc ils arrivent à récupérer les puces, ils les détruisent. Comme ça, ils peuvent plus envoyer les missiles. Juste pour donner un peu de... Excuse-moi de t'interrompre, juste pour donner un petit peu de matière, c'est les puces qui permettent de guider les missiles, en fait, qui sont extraites des ogives et détruites. Parce que bien sûr, les puces sont dans la bombe et pas dans le missile, ce qui paraît logique. Oui, totalement. Oui, mais ça nous permet d'être confrontés, nous, en tant que spectateurs, à la dangerosité encore du gaz VX, surtout dans cette configuration en collier de perles, ils appellent ça. Exactement.
Elles sont toutes vraiment, c'est des plein de petites boules en verre avec le gaz à l'intérieur qui sont suspendues les unes sous les autres comme un chapelet en fait quelque part. Ça fonctionne bien d'ailleurs, le fait qu'elles soient suspendues, que ce soit des boules de verre, ça fait une tension qui n'aurait pas du tout été la même si c'était des simples Je suis assez flacons ou d'accord, tout ça. parce que on les entend cliqueter, C'est ça. ça bouge pas mal. On les voit, ouais, c'est effrayant. Enfin, effrayant dans le sens où c'est fait pour, quoi. C'est censé Ça te fonctionne, stresser. ça fonctionne Ça très fonctionne bien. bien. Donc après, il y a le train de la mine, comme on disait. Pourquoi C'est ça qui offre, parce que je pense vraiment que c'est un clin d'œil ou un hommage à la scène d'Indiana Jones. Je pense aussi. Je pense. Peut-être. Il pouvait le faire, il l'a fait, puis bon, voilà, c'est Puis très Sean cool. Connery a joué dans une Indiana C'est vrai. Jones. Donc ça, tout ça se fait écho assez bien. Bon, après, il n'y a pas de grand chose à dire hein, sur cette scène-là. Ça reste fonctionne joli, bien. ça reste un décor assez joli. Donc Voilà, mais Ouais, vraiment, c'est sympa. Alcatraz, quand même, il y en a des trucs hein, dedans. Parce que, C'est un ancien parc d'attractions. c'est vrai. Mais il faut que je m'y fasse aussi, c'est assez nouveau tout ça pour moi, je suis désolé. Il y a juste une scène qui est après. Certes, c'est pas mal. C'est quand Mason va voir Hummel, parce que Hummel dit qu'il va exécuter Un otage. un otage, et qu'il y a Cage qui va s'occuper d'un missile. Et là, il y a une scène où les mecs descendent en rappel à l'envers pour surprendre Cage. Alors, certes, c'est très bien filmé, mais j'ai pas compris l'intérêt. Pour le coup, ça ne sert à rien, parce que les mecs sont Ah, surarmés, vraiment il y a un gars, ça servait à rien de nous faire une scène, de nous faire une mission impossible, d'arriver ça. vraiment sur Ah, le c'est toit en silence, tranquillement, sans En transpirer. fait, je pense qu'ils se sont dit, les mecs, on peut le faire, on va le faire. Ils auraient Exactement. vraiment pu lui tirer une balle dans le genou, puis c'est défini. Hein, mais, Tiens, alors en Ouais. parlant de balles dans le genou, il y a parce que bon là évidemment on va commencer à éclater le film dans le sens des, enfin on va plus suivre le narratif du tout parce que vous êtes dans Faites entrer le film et que dans Faites entrer le film on fait souvent n'importe quoi hein, en termes de suivi narratif. À un moment donné, ils doivent désamorcer encore l'avant-dernier missile, je crois. Ils sont tous les deux, Mason et Goodspeed, pris à partie par des Marines, encore une fois. Et Mason va tirer sur les pieds dans les jambes d'un des Marines Ouais. pour le C'est pour le bien désarmer. avant, ça. Ça, Oui, non, mais ça, c'est peu- dans la morgue, ça. C'est dans la morgue. Peu importe, tu sais qu'on parle de n'importe quoi dans n'importe quel sens ici. On voit bien qu'il lui tire face à lui et que ça lui toucherait, normalement ça lui éclaterait la face avant de vraiment la tranche de la godasse. Hein. Et l'effet pratique, l'effet visuel pratique fait que c'est le dessus de la godasse qui explose. Ouais. Et vu que tu as un gros plan, c'est vraiment une insert hein, à ce moment-là de ça. C'est bon, voilà. C'est des petits détails comme ça, Ouais. mais moi C'est ça parce que m'a fait c'est sourire. pas des balles normales, c'est des balles explosives. C'est des balles JFK, on appelle ça. Tu sais, si j'avais voulu faire même on va faire notre premier Easter egg. Et vous pourrez, les gens qui nous écoutent, vous pourrez mettre en commentaire si vous trouvez de quoi il s'agit. Cette course-poursuite là, dont on a parlé il y a 20 minutes, Ferrari et Hummer, on pourrait presque dire qu'ils roulaient à tombeau. Bref, les missiles. Missiles, oui, il faut désamorcer les 3 derniers missiles, si je me trompe pas. Même les 2 ou les deux, 1, et il va y avoir du coup, oui. Ed Harris est pris à partie avec le FBI parce que le FBI lui demande un rabais d'1 heure sur le délai qui était demandé pour signer avec le président les derniers détails pour la livraison de la rançon qui a été demandée. Ce qui est un bluff. C'est du bluff hein, totalement, et du coup Hummel reste sûr de lui, ferme et dit non, dans 3 minutes, badaboum, hein, 3 minutes, moi j'envoie un missile. Les 3 minutes arrivent à échéance, il y va vraiment à contre-cœur, mais quand même, voilà, il y a un missile qui va être lancé sur la baie de San Francisco. Ouais. Et encore une fois, on va bien insister sur ça. Au dernier moment, c'est Hummel lui-même qui va reprogrammer le missile pour qu'il aille péter, évidemment, qui quitte la baie, qui n'explose pas sur la baie, mais qu'il aille péter très très loin dans l'eau. Ce qui nous montre bien, encore une fois, que lui, tout ce qu'il voulait, c'était toucher l'argent, donner de l'argent à toutes ces familles américaines, ces 75 familles américaines de soldats morts au combat. Il voulait leur donner à chacune de ces familles 1 million, je crois, sur le global qui était demandé. 1 million pour tous les hommes qui l'accompagnaient, et après, interdiction bien évidemment de refouler le sol américain. Alors après, j'ai un petit problème avec cette histoire de bluff, donc de Ed Harris, du général. C'est que, au bout d'un moment, il va dire donc c'était du bluff et il comptait absolument pas faire péter des missiles et tout ça. Il va même leur Pourquoi dire très exactement. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. D'accord. Pourquoi
moi, je ressens pas du tout du bluff. Dans cette scène-là, il y a vraiment du remords avant que le missile atterrisse pour qu'il il l'enlève. Pour moi, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment précis où il lance le missile, il comptait vraiment lancer un missile. Et il n'y avait pas du tout cette histoire de bluff. Il voulait pas bluffer, il voulait faire peur au FBI. Donc, pourquoi c'est ça qui me fait dire, c'est que le fait qu'ils disent qu'il ait bluffé aux différents Marines est un bluff, en fait. Il y a que du bluff dans ce film. Je pense qu'à la base, il n'y avait pas du tout de bluff. À la base, il voulait faire péter un missile, il a eu cette idée folle, on va le dire, hein, que c'est une idée d'un fou allié, et qu'il n'y avait pas du tout de bluff à la base. Donc on a une évolution du méchant vers cette humanisation qu'on nous présente. Et donc je comprends pas en fait pourquoi il n'aurait pas dit que tout ça était du bluff aux Marines dès le départ, pour éviter ensuite malheureusement de se faire trahir. C'est marrant parce que je pense que si je demande à Kevin, est-ce que tu as la même grille de lecture toi encore une fois ou pas? Non, moi j'ai totalement le contraire. Ouais, c'est marrant. Je pense que on va avoir toi et moi la même grille de lecture et c'est intéressant, je trouve, encore une fois, le point de vue de Vivien. Je pense que Hummel ne veut faire aucune victime de base, et c'est la pression donnée par les deux capitaines avec qui il n'a jamais servi qui fait qu'il en vient à ce moment-là. Parce que on le voit, son commandant avec qui il le suit, en fait, tous les mecs avec qui il a servi avant, je pense qu'on leur aurait dit, c'est du bluff, on a perdu. Tous ces mecs-là auraient suivi. On aurait dit, ok, c'est Hummel, on le connaît, c'est notre général avec qui on a servi longtemps. Et les deux fous alliés qui viennent donc sûrement d'une autre brigade et tout, les deux autres capitaines, c'est eux qui le poussent parce qu'ils vont lui dire, on est des mercenaires maintenant, on a besoin d'argent, tout ça. Et je pense que Hummel, dès le départ, ne veut pas faire de victime. Que lui, il soit une légende vivante et que demain, il le soit plus parce qu'il a fait quelque chose qui est contraire à toutes ses valeurs, ça le dérange pas dans le sens où ça peut aider d'autres personnes. Parce qu'il va pas se battre pour des mecs qui sont morts en dehors du territoire américain et tuer des civils qui s'est juré de défendre, en fait. Bien sûr. Moi, c'est ma grille de lecture. Moi, c'est pareil, j'ai la même grille de lecture. Après, chacun interprète et comprend les films comme il veut. Faut peut-être juste se dire que toi comme moi, c'est un film qu'on a vu, toi comme moi, Kevin, on a vu ce film au moins une bonne dizaine de fois. Du coup, on l'appréhende peut-être différemment. Vivien, c'était la première fois que tu voyais Rock. Ouais, donc il y a peut-être aussi ça, peut-être juste le manque de recul. Il l'a pris, ça, ouais. Il l'a vu, tu l'as vu qu'une fois. Bien sûr, mais encore après, une fois, je dis pas que Vivien pense de la merde. Hein. Ah non, du tout, au contraire. Je trouve ça hyper intéressant, au contraire. Moi aussi, je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas la même grille de lecture. Surtout que je pense que Hummel, on le voit comme, d'une certaine façon, on a aussi envie de le voir. Oui. Moi, j'ai pas envie que ça soit un méchant sans cœur. Oui. Il y a un petit côté affect aussi. Mais j'aime bien Ed Harris. Un mec qui a fait tout ça parce qu'il a vu. En plus, il lui dit, l'autre, il fait, ouais, à un moment donné, ils font, mais c'est du terrorisme. Et lui, il répond, il fait, non, c'est pas du terrorisme, c'est de la justice. Et déjà, c'est parce que c'est un film qui est avant, donc 2001, pour qu'on puisse en parler comme ça, parce que je pense que ce film n'aurait pas pu sortir après. Non, que je pense aussi. Ouais. Surtout avec ces propos-là. Le discours aurait été différent, voilà. Ouais, parce que moi aussi, j'ai envie de voir un côté justice dans toute son action. Après, peut-être que je me trompe. Non, mais oui, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Oui, complètement, oui. Pour revenir au fait qu'il lance des missiles sous pression, en effet, ouais, je vois beaucoup mieux le Après, c'est étonnant pour un personnage qui est censé la pression, normalement, c'est quelque chose censé être fort, en fait, c'est ça, c'est censé être un général, une légende. Du coup, on peut dire que c'est la pression parce que c'est des civils américains. Oui. Que c'est pas parce que ils tuent des cibles avant. Là, je pense. Après, je sais pas. Je pense que. Mais j'aime bien aussi la vision de Vivien sur le côté. Comment dire, sur le côté humanisation du personnage au fil du récit. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi. Hein. Et donc, si on se parlait maintenant un petit peu de cette magnifique impasse mexicaine, les garçons. Qu'est-ce qu'une impasse mexicaine, Olivier ? Ah, je pense que ça va être l'instant cinéma. Eh bien, une impasse mexicaine, c'est très simple, et d'autres l'ont déjà tellement mieux expliqué que moi. C'est simplement un duel, pour le coup là, à l'arme à feu, sauf qu'ils ne sont pas deux, ils sont 3 ou plus intervenants. Là, en l'occurrence, ils sont 3, je crois, et ils finissent à 4.
Ça commence à 3 et finit à 4, il me semble. Non, ça finit à 5 même. Ah, ça finit à 5. Ouais. Où chacun va pointer son arme sur quelqu'un d'autre. Et du coup, tu sais que forcément que ça va donner lieu à beaucoup de tensions et qu'il va forcément y avoir des morts à ce moment-là. Parce qu'un duel, c'est réglé, ils sont que 2 à la base. Là, ils se retrouvent bloqués dans une situation où ils sont plusieurs à tous se menacer avec une arme à feu. Ce qui est intéressant dans une impasse mexicaine, et c'est tout le propos, en fait, c'est que le premier qui tire n'est pas le vainqueur, en fait. Exactement. Ouais. On sait pas qui survit. Et alors, peut-être que là, je ramène ma fraise ou je sais plus ou si je l'ai entendu ou quoi, mais il me semble que ça vient de l'époque des westerns spaghetti, en tout cas, ou Oui. de la grande époque des westerns, où on se retrouve dans Le Bon, la brute, le truand, où il y a une Exactement. incroyable impasse mexicaine aussi. Hein, voilà. Impasse mexicaine qui se termine par Par des morts. Par beaucoup la de morts. mort de Hummel. La mort de Hummer. Hummel. Hummel. Hummel, ça se conduit. Hummel, il lance des missiles. Non, et ce qui est marrant, c'est que les 2 seuls qui survivent dans cette impasse mexicaine, c'est les 2 tarés de capitaine. C'est ça, oui, tout à fait. L'antagoniste meurt, donc les capitaines devenus mercenaires deviennent les nouveaux antagonistes, en plus du gaz VX, évidemment. Et alors là, ça va être la part belle, évidemment, aux explosions. Sachez que si vous voulez vous proposer de vous protéger de l'explosion d'une grenade, il suffit de se cacher dans une baignoire et normalement, c'est bon. Oui. C'est Mason qui nous l'explique, et qui le met en image, d'ailleurs. Et ça va être, on est en plein dans l'acte 3, il y a le climax qui est là, il reste une ogive à désamorcer, les avions de chasse sont partis du continent américain pour faire exploser en fait simplement Alcatraz, avec un équipement spécial qui va en fait empêcher le gaz Brûler. VX, Ça va le brûler. qui va le brûler, c'est ça, qui va le brûler par rayonnement, le gaz VX de se répandre quand Alcatraz va être bombardé. Donc la tension est vraiment palpable. Mason est pris à partie, Nicolas Cage est pris à partie aussi. Et la scène qui arrive est dégueulasse en fait. Si vous voyez un peu de quoi je veux parler, quand Nicolas Cage se bat comme il peut avec un des deux capitaines restants et qui lui fait manger ah là là, il fait VX. il lui fait gober une bille. Alors Ah ouais. faut comprendre que les billes, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce que vous foutez là, nom d'une pipe? Nom d'une pipe, j'aime bien. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. La taille d'une bille, quand on dit bille, c'est plus une balle de ping-pong, à peu près en taille de format. Donc il lui en met une dans la bouche et il lui claque la mâchoire. Plusieurs effets secondaires à ça. Déjà, il faut rappeler que les trucs, d'une manière très pragmatique, c'est du verre. Donc déjà, tu vas mal vivre ce qui se passe normalement quand tu te claques T'es pas censé tu vas pas vivre assez longtemps pour en avoir des grosses séquelles. Mais c'est ça, au-delà de ça, après, tu mousses, tu baves, tu C'est convulses. pas de l'esbrouf, quoi. Ce n'est pas de l'esbrouf. Encore une mission accomplie par Kevin, il a réussi à caler le mot esbrouf. Je suis fier de moi. Tu peux. Et donc, après, oui. il y a Cage qui doit se piquer. Ah, cette fameuse Seringue, seringue qu'on nous a présenté ouais. comme un fusil de Et Chekhov dès le début, en fait. qu'on nous l'a présenté tout au début. Enfin, c'était une autre seringue, mais on nous avait présenté que c'était la pression de se la mettre dans le cœur. Donc il se pique, pas dans le cœur, parce que Sinon, Ou le alors cœur se son trouve au cœur, niveau il de est à l'estomac. son estomac. l'anatomie il est bon en biologie, enfin en biochimie, tout ça. Il était pas bon en SVT, j'en sais rien. Moi, Moi. je voudrais juste rebondir sur un truc là que j'ai entendu. Vivien a parlé du fusil de Tchekhov. Ouais. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans un épisode de Faites entrer le film. Mais Vivien, est-ce que tu veux te faire aussi un petit instant cinéma? Bien sûr. Donc le fusil de Chekhov, ça vient du théâtre, si je me trompe pas, qui indique, tout simplement, c'est quelque chose qu'on indique dans un acte, donc dans le premier acte, un objet, une situation, et qui va donc être réamené comme solution en fait dans le dernier acte ou dans un acte ultérieur. C'est ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va vous présenter de manière complètement anodine et qui servira plus tard le propos ou le héros à la fin d'un film. Parce que, ça je crois que c'est moi qui vous l'avais déjà dit, on ne filme et on ne vous montre jamais rien au cinéma si ça n'a pas une utilité. On ne fait rien Sauf juste si pour c'est le un plaisir film de de faire. merde. Sauf si c'est un film de merde. Equilibrium, mon amour. Oui. Oh, je te retrouverai un jour. Oh mon dieu. Et donc, il arrive à la désamorcer, les avions arrivent,
ils sont sur le point de bombarder. Cage sort avec des fumées vertes. Vertes, des fusils de détresse vertes. Non, c'est bon. Ils envoient le missile, ils pètent. Heureusement, pas là où il y a les civils. Cage fait un vol plané de 250 mètres à peu près. Est-ce qu'on peut parler de ce vol plané après s'être pris donc une bombe incendiaire, nouvelle technologie dans la gueule? Bah, il atterrit dans l'eau, non? D'accord. Du coup, donc ça là, va. c'est ce qu'on appelle vraiment un bouclier du héros. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais alors un bouclier du héros, c'est ça. Attends. Ouais. Est-ce que ce serait pas un 3e instant cinéma? Je crois qu'on a beaucoup d'instants cinéma dans ce film. Mais en 10 minutes. Vivien, est-ce que tu veux donc nous parler du bouclier du héros? Bien sûr, le bouclier du héros, c'est tout simple. Donc vous avez sûrement remarqué dans beaucoup de films, votre héros est un peu invincible, comme s'il avait une main qui le sauvait tout le temps, et il esquive les balles sans le vouloir, il n'est pas atteint par les bombes, par les grenades, tout ça. Tout simplement, il est protégé en fait par le scénario. Et c'est ce qu'on appelle un bouclier du héros, si je peux résumer comme ça. Du coup... Non, parlons pas. Donc, le bouclier du héros de Nicolas Cage, Goodspeed se prend une bombe et survit. Et donc, c'est ça, en fait, le bouclier du héros. Là, c'est complètement montré. C'est qu'on lui balance une bombe, nouvelle technologie incendiaire. Ça le fait valdinguer à l'autre bout du rocher. Mais dans l'eau. Mais dans l'eau. Hein. Donc, on sait très bien que dans la fiction, l'eau sauve la vie. Et donc il ne meurt pas et il est sauvé par Mason, qui était au bon endroit au bon moment. Je crois qu'on a eu l'instance zozotage de Kevin, de Vivien aussi. Et ça va le film est presque terminé, mais pas, parce que Nicolas Cage va laisser partir Mason, alors que normalement Mason devait retourner potentiellement en prison, parce que Womack, le directeur du FBI, avait déchiré son acte de sortie en lui disant une fois qu'on en a fini avec lui, s'il est encore vivant, c'est la tôle. Nicolas Cage va le laisser partir, on a... Alors c'est pas spécialement un fusil de Tchekhov, parce que ça avait été vraiment très peu évoqué dans le film, dans le premier acte en tout cas. Mason était mis en prison parce qu'il avait volé des microfilms qui contenaient les 50 ans de révélation des choses top secrètes du FBI et des États-Unis, comme qui a tué JFK, les extraterrestres de la zone 51, et j'en passe. Et Mason va lui dire je serai vous, avec votre petite famille, j'irai à tel endroit, dans telle église, sur tel banc, vous verrez que le pied est creux, et vous trouverez peut-être des trucs. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Le film se termine là-dessus. Ça se termine comme Stigmata se termine, pour ceux qui ont vu le film. Clin d'œil à Stéphanie, si elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra. Il y a beaucoup trop de clins d'œil dans cette émission. Voilà, où à la fin de Stigmata, pareil, ils vont chercher le MacGuffin de tout le film. Ils vont le chercher dans une église perdue, quelque part, qui est cachée, pareil, sous un banc. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de The Rock. Kevin, une conclusion ? C'était un super film, il faut absolument le voir. Vivien, une conclusion ? C'est un film d'action sympa. À voir, oui, peut-être, à voir en famille, c'est fun, c'est... Voilà. Est-ce qu'il faut absolument le voir ? Je suis pas de leur génération, je dirais pas qu'il faut absolument le voir par rapport à Equilibrium, mais The Rock est un film sympa, et si vous voulez passer un bon moment avec des bons acteurs, avec un bon réal, n'importe ce qu'on peut lui dire dessus, avec une bonne photographie, de la bonne lumière et un scénario plutôt bon, bah regardez The Rock, c'est sympa. Je suis d'accord avec Kevin. Allez voir The Rock si vous en avez l'occasion. En plus, il est disponible sur l'extension d'abonnement de Disney+, en ce moment, Stars, l'onglet Stars maintenant, à Star. Donc si vous êtes abonné à Disney+, vous pouvez voir The Rock. En effet, c'est un film peut-être générationnel, comme a dit Vivien, mais voilà, vous pouvez le regarder avec un enfant à partir de... Moi, mon fils l'a regardé avec moi, là, il a 10 ans et demi, à part 2-3 scènes de bravoure où il y a un peu de sang, etc., où là, quand on le sait, on cache les yeux de son gamin, voilà. C'est un bon moment, un bon film d'action familiale. Est-ce qu'il est indispensable ? Oui, non. Il est indispensable. Ça fait partie des films à avoir dans une DVD tech, on va dire, dans une Blu-ray tech, je sais pas comment on dit. Mais après, aucun film n'est indispensable, je pense. Tous les films peuvent être dispensables. Vivez votre cinéma comme vous avez envie. Mais voilà, si vous avez envie de voir un bon film d'action qui ne veut pas pléter plus haut que son cul et qui vous offrira ce pourquoi vous signez, c'est-à-dire de l'action décomplexée et des belles images, allez-y, foncez. Vous aurez exactement ça.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que en termes de rush, c'est un des plus longs épisodes qu'on ait fait. C'est sûr. Abonnez-vous sur les réseaux, comme d'habitude. Faites entrer le film un peu partout. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8, qui, à n'en pas douter, sera une purge. Merci les garçons. Bonne fin de journée. Merci. Bisous à tous. Bisous. Salut.